Bonjour à tous, donc voici ici maintenant la deuxième vidéo concernant toujours votre chapitre numéro 4 dans votre livre de fondation théorique. Donc ici, ça concerne toujours les fondations superficielles et dans ces fondations superficielles, on va voir la deuxième partie dans cette deuxième vidéo qui concerne les semelles continues. Alors dans ces semelles continues, la première qu'on peut avoir, c'est la semelle toute simple en béton, non armée, qui est une semelle qui est vraiment basique, c'est simplement des rigoles qui sont remplies de béton liquide qui viennent du camion mixeur. Donc ça, ce sont utilisés surtout pour des maisons de taille relativement moyenne, avec des faibles charges, donc c'est pas utilisé pour un building qui fait 4 étages, je vous rassure. Donc les épaisseurs de ces fondations resteront toujours sous un minimum de 30 cm. Quel est l'intérêt de pouvoir utiliser ce système-là? C'est assez simple d'exécution puisque vous creusez vos rigoles qui correspondent à l'emplacement exact de vos futurs murs de cave ou de votre mur de vide ventilé. Il n'y a pas d'armature en acier dedans, donc il n'y a pas de précaution à effectuer quant à la disposition d'armature puisqu'il n'y en a pas dans ce cas-là. Il faut savoir quand même que ça reste utilisé surtout pour des maisons qui sont construites sur des sols qui ont une capacité portante de minimum 1,5 à 2 kg par centimètre carré. Et comme je vous dis ici, c'est très rapide puisque c'est la machine, donc c'est la petite mini-pelle qui va effectuer les tranchées et le camion mixeur, vous n'avez plus qu'à guider simplement le tuyau pour remplir à l'intérieur de vos semelles. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Alors ici, il y aura toujours ici une épaisseur minimale d'au moins 10 à 12 cm qui correspondra par rapport au mur de cave qui est situé ici à la répartition de l'effort à 45 degrés ou, donc c'est une vue ici, une demi-vue pardon, où ici vous avez la zone complète dans laquelle viendra se mettre complètement l'effort même de compression. Alors la zone ici est une zone un petit peu excédentaire mais qui sert à l'assise au niveau des terres qu'on viendra rembayer par au-dessus. Alors si l'armature n'est pas présente dans une semelle en béton classique pour une petite maison, parfois il est nécessaire quand le sol n'est pas assez porteur ou que le bâtiment amène des charges ponctuelles importantes ou même un bâtiment avec plus de conséquences au niveau des pièces et des surcharges, ben là on doit armer les semelles en béton sous les murs. Alors souvent, la plupart du temps, on prendra des semelles de cette forme-ci ou celle-ci. C'est plus rare celle-ci et celle-ci puisque les formes obliques amènent une complexité au niveau du coffrage. Alors comme je viens de vous dire ici, dans la semelle en béton non armé, on n'a pas nécessairement besoin de faire un coffrage, sauf si vous êtes méticuleux et que vous voulez vraiment avoir une largeur vraiment constante de votre fondation, mais sinon, dans une semelle en béton non armé, il n'y a pas de nécessité absolue de mettre un coffrage. Par contre, pour ce qui est des semelles en béton armé, là il y a la nécessité de venir y placer donc un coffrage pour avoir une garantie de la largeur exacte de votre fondation. Alors il y en a, je sais bien, sur chantier qui le font même sans coffrage, mais alors il faut être sûr et certain que le godet de curage que vous mettez sur votre mini-pelle fasse la largeur minimum de votre fondation à construire. Ces coffrages qu'on verra donc ici par la suite sont soit des coffrages de nature en bois ou de nature en plastique qu'on va détailler ici dans maximum 30 secondes. Comme je viens de vous le montrer ici là-dessus, ces semelles sont en béton armé, ça veut dire qu'il y a des armatures qui sont présentes dedans. Alors ces armatures, ce sont lesquelles? Vous le voyez ici en vert et en bleu, donc via une cage d'armature. Alors ces armatures vertes, ce sont les armatures qu'on appelle les armatures longitudinales. Et les armatures en bleu, qu'on appelle les étriers, ce sont les armatures transversales. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Parce qu'il y a simplement deux types d'efforts à reprendre. Si je vous fais un schéma comme ceci, vous allez visualiser très facilement. Vous avez, j'imagine, votre fondation qui est ici, comme ceci. Et vous avez des charges qui vont venir se répartir dessus. Alors, ces charges, je matérialise ici par les flèches. Elles peuvent être de nature peu importante et puis à un moment donné de nature, j'invente ici, beaucoup plus importante. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau du sol en lui-même? Il va recevoir une charge plus importante à droite qu'à gauche. Donc on va avoir à un moment donné, si je dessine en vert la déformée de notre semelle, elle va avoir tendance à faire ça et à un petit peu s'enfoncer sous l'action des plus grandes charges. Donc, pour empêcher justement cette déformation vers le bas, cette panse de vache vers le bas,
on va venir placer, comme dessiné en vert sur le schéma, des armatures longitudinales qui vont justement empêcher cette déformée trop importante et reprendre en fait cette variation de capacité portante dans le terrain. Donc ça, ces armatures longitudinales en fait reprennent les déformations dues à la flexion dans votre semelle. Alors si maintenant je redessine ma fondation, les autres armatures qui sont les armatures qui sont les étriers, eux en fait, qu'est-ce qu'ils reprennent? Ils reprennent la notion d'effort tranchant. Donc on peut avoir, comme je vous ai dessiné ici, des efforts petits, très grands et petits qui sont le long d'une semelle continue. Donc cette armature que vous voyez ici en bleu va empêcher en fait cet effet de cisaillement, puisque vous pourriez avoir de la part du sol une réaction ici importante et là une petite réaction. Et donc pour éviter d'avoir cette notion de décalage, on va venir placer à certains endroits ces notions d'étrier qui sont les armatures donc transversales, et ces armatures transversales vont tout simplement empêcher d'avoir un effet de cisaillement entre deux efforts qui serait par exemple cet effort-ci qui provient du sol et cet effort-ci qui provient de votre bâtiment. Et donc pour empêcher ça, pour avoir en fait une résistance à un phénomène de cassure, puisque ici on aurait la fondation qui part vers le haut et là vers le bas, on aurait en fait besoin de ces armatures dites transversales. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on s'amuse à armer nos fondations. Alors ce qu'il faut aussi faire attention, c'est qu'ici, souvent ces cages d'armature sont de plus ou moins 6 mètres de longueur. On vous les vend par 6 mètres de longueur. Mais si à un moment donné vous avez une semelle filante qui fait 10 mètres 50, il vous faut une rajoute de 4 mètres 50. Il faut toujours, quand il y a deux cages d'armature qu'on met les unes derrière les autres, avoir une notion de zone dite de recouvrement. Alors c'est quoi cette zone de recouvrement? C'est ce que vous voyez ici. Quand vous avez deux cages d'armature qui viennent l'une à l'extrémité de l'autre, on doit avoir sur cette distance-ci un recouvrement d'une cage par rapport à l'autre. Et sur quelle distance est-ce qu'on devrait avoir? Retenez que c'est sur 40 fois le diamètre de la barre longitudinale en vert. C'est sur cette distance de 40 fois le diamètre que vous allez devoir recouvrir vos deux cages d'armature. Ici, on va devoir donc parler maintenant de ce qui est les coffrages. Alors les coffrages pour couler nos semelles en béton armé, il y en a de trois types. Le coffrage en bois, le coffrage type FSD et le PK-fil. Il y en a encore d'autres. Moi, je m'attarde sur ces trois-là puisque c'est les trois principaux que vous allez rencontrer ici sur les chantiers. On va commencer par le coffrage en bois. Quels sont les avantages et les inconvénients? L'avantage principal, c'est la propreté même du travail. Vous le voyez ici, on aura vraiment un contour préétabli, bien propre de notre semelle. Bon, l'intérieur n'a pas été encore placé, mais il y aurait encore normalement la nécessité de venir placer, si nécessaire, un coffrage en bois intérieur. Ici, on le voit, il a été effectué, ce coffrage en bois, de manière vraiment propre et efficace. On pourra mettre de temps en temps ici un petit diaphragme pour éviter justement un phénomène de déformation trop importante des bois. Donc l'avantage principal, c'est vraiment la propreté du travail. C'est vraiment une fondation qui est vraiment bien établie du point de vue de ses dimensions. Avec ça, on connaît vraiment le niveau exact de nos fondations au niveau de la partie supérieure, puisqu'on met nos bois en fonction de la hauteur maximale de notre fondation. L'inconvénient, c'est que ça demande de la main-d'œuvre. En conséquence, des gens qui connaissent comment on va coffrer la fondation, qui sachent lire un plan pour pouvoir bien coffrer aux dimensions, et que ça demande du temps. Et comme vous savez, du temps c'est de l'argent, donc ça prend un poste relativement conséquent. Alors le deuxième système qu'on peut avoir, qui n'est pas nécessairement sur les semelles continues, mais qu'on voit parfois plutôt sur les radiers, mais qu'il y en a certains qui mettent sur des semelles continues, c'est le coffrage FSD. Alors c'est quoi ça le coffrage FSD? C'est un coffrage à double fonction. Donc c'est un matériau qui est en plastique, qui n'est pas en bois, et que vous voyez ici sur l'illustration à la périphérie, comme ceci.
Alors ce coffrage, en fait, il a une double fonction, c'est un coffrage et un drain. Un coffrage, pourquoi? Parce que ici, vous allez couler, bon, c'est dans l'exemple du radier, hein, mais bon, on peut imaginer faire le parallèle avec les semelles continues, vous allez couler votre béton ici, et le béton va venir se plaquer ici contre la paroi, ici en noir, qui est cette plaque-ci. Et cette plaque-ci, en fait, c'est la plaque dite de coffrage, elle est pleine. Et par contre, de l'autre côté, ce côté ici, qui sera en contact avec les pierres, ben, ça fait la fonction de drain, de drainage. Pourquoi? Ben parce que de ce côté-là, vous avez des stries. Et c'est par ces stries que rentre l'eau qui percole à travers le gravier. Et vous avez ici trois chambres dans lesquelles percole l'eau, est récoltée dans une de ces trois chambres ou dans les trois chambres, peu importe, et puis part vers le puisard ou vers l'évacuation de cette eau. Alors ça peut être, comme vous le voyez à gauche, un coffrage perdu sur radier, ou à droite, un coffrage perdu sur semelle continue. Donc on a notre semelle qui est ici, et la dalle flottante qui est ici. Tandis qu'ici, vous avez tout le radier fait d'une seule pièce. Alors là, si c'est un radier d'une seule pièce, c'est comme l'illustration que je viens de vous montrer. Vous allez avoir les graviers en dessous du radier, et le gravier ici autour, dans lequel l'eau qui vient de la terre va percoler, va venir ici à l'intérieur, et puis hop, va repasser ici à l'intérieur et être drainé. Alors ça, par contre, il y a une différence entre le profil ici de coffrage par rapport à une semelle continue et un radier, c'est qu'ici il y a 1, 2, 3 chambres, mais on peut mettre une quatrième chambre avec un profilé superposable parce que vous allez avoir une hauteur plus grande que un radier. Parfois c'est possible. Donc si vous avez besoin de profilé dit superposable ou de rehausse, en réalité ça se met comme ceci, avant le poulage même du béton. À quoi ça ressemble donc au niveau de ces dimensions? Donc c'est souvent vendu par 5 mètres de longueur, 20 cm de hauteur et 5 cm d'épaisseur. Donc c'est pas très épais, mais à la part vous êtes plus. Et on estime qu'en fait ces 5 cm d'épaisseur de coffrage garantissent le même effet qu'un drain circulaire qui a un diamètre entre 110 et 125 mm. Ça c'est du point de vue du parallèle qu'on peut faire du point de vue de l'efficacité même de notre système de coffrage. Alors vous ne pouvez pas le mettre à une profondeur de plus de 4 mètres, pourquoi? Par rapport à la poussée des terres. Donc en dessous de la poussée des terres, après 4 mètres, vous aurez un profilé qui commencera à se déformer puisqu'il est en plastique. Comment est-ce qu'on fait pour les aligner sur le terrain au fur et à mesure? On s'aide soit de barres en acier comme vous le voyez en turquoise, ou en brun à l'aide de piquets en bois qu'on met au fur et à mesure. Alors toujours par rapport au système, vous allez avoir des profils de coins qu'on voit ici, dans lesquels vous allez pouvoir assembler l'un avec l'autre, à chaque fois dans les coins. Vous allez avoir des puits de regard, qui sont intéressants quand vous avez un drain qui ne fonctionne plus bien, et que vous avez besoin de mettre un petit coup d'eau pour essayer de déboucher peut-être un petit trop plein de terre qui est passé avec le nombre d'années dans les stries. Vous pouvez faire ici, comme vous le voyez, une évacuation en T, donc il va traverser vraiment votre radier si nécessaire, si la pente est vraiment trop grande d'un côté à l'autre de votre radier. Et enfin les plaques d'assemblage dites classiques. Alors voilà en vrai à quoi ça pourrait ressembler, hein. Voilà ici un radier d'un petit immeuble, un appartement qui va être construite avec la bâche ici transparente qui est le visqueen, les cages d'armature, et alors on voit ici les profilés qui sont ici à la périphérie. Donc on voit plus ou moins les stries au fur et à mesure, et les piquets en acier, comme ceci les barres, qui vont garantir l'alignement continu de ce coffrage. Le dernier maintenant, qui est le PK-Fil. Alors le PK-Fil c'est quoi en fait? C'est simplement une armature transversale et longitudinale, donc c'est une sorte de paillasse d'armature à maille rectangulaire qui fait 7 cm et demi de haut sur 15 de large. Donc on le voit ici, la maille elle fait 7,5 sur 15, et c'est chaque maille qui est comme ça assemblée pour créer donc un treillis, et ce treillis est recouvert en fait d'une genre de bâche collante plastique, donc vraiment cette cage d'armature est noyée dans un plastique fondu, et ça sert en fait de coffrage perdu. Donc, par rapport au bois où on pouvait récupérer une fois que
la semelle avait été collée, mais on récupère les bois et on peut l'utiliser encore par après. Avec le coffrage FSD, c'est un coffrage perdu, vous ne le récupérez pas puisqu'il fait aussi la fonction de drain. Ici, le PK-Fil, il ne fait pas la fonction de drain, il fait que le coffrage perdu de base. Vous venez placer vos armatures à l'intérieur de la semelle ici comme ceci. Vous avez les plots en plastique pour garantir un enrobage entre la barre et l'extrémité de la semelle. C'est facilement pliable hein, puisque les diamètres des fils sont de 4 à 5,5 mm de diamètre. C'est pas très long, enfin, c'est pas très gros pardon. Et ça surtout ça peut être utilisé pour les semelles filantes, mais c'est surtout utilisé pour les longs greens quand on vient faire la jonction avec une tête d'un pieu qui a été coulé sur place. Donc ça peut être faisable. Et alors l'avantage du système, c'est que ça ne requiert pas de béton de propreté. Donc ça veut dire que vous faites votre trou, vous venez placer votre coffrage, le PK-Fil, vous le pliez à l'aide de votre petite main et vous pliez le coffrage pour donner la dimension voulue ici en bas à la base. Vous y placez vos écarteurs et à la base aussi les écarteurs pour garantir l'enrobage des armatures inférieures. Vous avez placé vos armatures, c'est bon, vous venez placer ici des tendeurs qui vont vous permettre de respecter un parallélisme entre le haut de la semelle et le bas de la semelle. Vous coulez votre béton et c'est fini. Il n'y a pas besoin de se tracasser quoi que ce soit. La seule chose, c'est que si vous mettez des tendeurs, il y a un profilé comme ceci extérieur que vous devez mettre pour rigidifier en fait votre PK-Fil, pour bien le garantir longitudinal et qu'il ne fléchisse pas sous l'action de la poussée même du béton. Alors comment est-ce qu'on va armer ces semelles continues? On a des armatures dites standards, comme vous voyez ici en haut à droite, qui sont vendues, donc c'est 3 à 4 barres inférieures avec des petites armatures transversales. Souvent c'est vendu par 6 mètres de long. Et alors on a des catalogues qui existent et qui vous donnent les capacités de reprise en kilos par mètre que peuvent reprendre ces armatures ainsi que la fondation une fois coulée. Donc vous avez ici les formes, vous avez les désignations des armatures donc préfabriquées, les dimensions de la fondation en béton futur que vous allez avoir. Si vous commandez S55, la fondation fera 65 cm de large sur 25 d'épaisseur. En fonction de la capacité portante du sol qui fait de 1,5 à 2 kg par cm². Si vous êtes à l'ELU où on pondère les charges, j'invente moi une 65-25 avec une capacité portante du sol de 1 kg par cm². À l'état limite ultime de service, ça sait reprendre 9100 kg par mètre. Si vous ne pondérez pas les charges et que vous êtes à l'ELS, toujours pour 1 kg par cm², cette même fondation pourrait reprendre 6 tonnes et demie du mètre. Alors il n'y a pas que ces formes-ci, il y a des formes aussi renforcées, donc des cages que vous voyez ici, où vous retrouvez les désignations, les dimensions de la fondation en béton et encore pour les capacités portantes, chaque fois les valeurs pour l'état limite ultime et l'état limite de service. Alors voilà à quoi ça ressemble, vous voyez, c'est soit des cages d'armature comme ceci basiques pour les phénomènes standards, et ceci c'est pour les phénomènes dits renforcés. On retrouvera comme vous voyez ici les désignations, les dimensions en béton, les types d'armature que vous aurez, donc les longitudinales, et les charges ici à l'ELS qu'elles peuvent reprendre. Même chose quand elles sont renforcées, il y a plus de barres forcément parce que c'est section renforcée. Et ici les capacités de reprise d'effort par mètre à l'ELS en fonction des capacités portantes. Alors on peut bien évidemment, comme vous le voyez ici sur l'illustration, coupler donc, par exemple, c'est un mur de vide ventilé comme ceci, votre semelle est ici avec un béton de propreté, on peut coupler ici avec forcément des armatures de chaînage qu'on peut vous proposer. Alors ces armatures de chaînage qui sont ici, vous avez un minimum à respecter de 0,4% fois la section même, comme vous le voyez ici, de votre poutre de chaînage qui est ici. Il y a aussi les chaînages verticaux. On peut aussi faire, en plus de cela, des compléments, donc ça s'appelle ici, toujours chez Standard, les armatures de liaison, qui vont faire un complément même à vos armatures propres que vous commanderez. Donc on le voit ici, ça peut être un chaînage horizontal qui est donc tout simplement, comme vous le voyez, le L qui vient donc renforcer
le mur de refend avec le mur périphérique. Là, vous allez avoir carrément aussi le chaînage périphérique, donc là, une armature de coin qui est ici. Vous allez avoir le chapeau ici avec le petit retour dans les deux coins pour le chaînage vertical. Donc ça, c'est vraiment le chaînage vertical qui va transmettre l'effort vertical vers votre fondation ici de coin. On peut avoir aussi celui qui revient vers le plancher, donc ça c'est encore un autre qui peut être envisagé. Et encore le périphérique, mais au niveau même pas là du chaînage, mais vraiment de la fondation en elle-même, les deux ailes de retour qui sont ici. Alors on voit que souvent ce sont des armatures qui ont déjà une valeur de diamètre un petit peu plus conséquente. On va d'un minimum de diamètre 8 à un maximum de diamètre 12, comme ceci. Donc là, c'est chaque fois le même système. Donc vous avez toujours le premier chiffre qui est le diamètre en millimètres et L qui est la longueur, comme vous le voyez à chaque fois sur le schéma. La longueur soit développée ou la longueur simplement de retour. Okay. Alors, quand vous allez avoir par exemple des semelles continues et sur lesquelles vous allez avoir une colonne qui va s'appuyer, vous pourriez avoir la nécessité de surlargeur. Ça peut être faisable, je vous en avais déjà parlé dans le chapitre numéro 2 sur l'introduction aux fondations. Ben là, si c'est le cas, d'office, il y aura une chose à respecter, c'est que pour faire la liaison entre la fondation et la colonne, qui serait sur la surlargeur de la fondation donc continue, vous allez devoir en bleu mettre ce qui s'appelle les armatures d'attente. Les armatures d'attente, c'est celle-ci. Donc vous les posez dans votre fondation avant de couler votre béton. Et ces armatures doivent sortir, quand vous avez coulé votre semelle, d'au moins 50 fois le diamètre. Donc ça, c'est le minimum que vous devez avoir. Donc ça, cette dimension-ci, donc de là à ici, comme ceci, ça doit être minimum 50 fois le diamètre de la barre. Ça, c'est le minimum. Et alors, au niveau inférieur, j'en ai pas parlé, mais quand vous allez avoir les armatures pour les semelles filantes, cette dimension-ci, ça doit faire 15 fois le diamètre de l'armature transversale. Alors pourquoi est-ce que on remonte à gauche et à droite ici l'armature? C'est pour donner tout simplement une raideur à l'armature transversale. Ça permet d'avoir vraiment une armature qui est beaucoup plus solide, puisque vous voyez ici en alignement les petits ronds qui sont les armatures longitudinales, et celle qu'on voit ici tout du long, c'est l'armature dite transversale. Alors, quand vous avez ici un phénomène de semelle continue avec des colonnes ou des poteaux qui s'appuient dessus, vous allez avoir un phénomène très important à observer et à connaître, c'est le phénomène en fait de flèche inversée. Donc vous allez avoir ici, si je prends par exemple une première couleur, je vais prendre par exemple en rouge, ce diagramme-ci, ça, c'est le diagramme de moment. Donc vous allez avoir au droit des colonnes, vraiment au pied des colonnes, vous allez avoir un moment qui est important, ici et ici. Par contre, à l'endroit où vous allez avoir aucune colonne ici au milieu, là votre semelle et votre moment il va changer de sens. Donc on va avoir du point de vue de la déformée, on va avoir une semelle qui va avoir tendance à fléchir sous le poids de la charge du poteau, puis quand il n'y a plus de charge, elle a tendance à repasser au niveau neutre, remonter vers le haut en sens inverse, et alors là, redescendre en sens opposé, déformer par rapport à la charge du poteau, et puis la remonter. Donc, ce qui va être intéressant d'étudier ici, c'est cette zone-ci. C'est la zone où vous allez avoir une déformée inverse. Vous allez avoir une remontée de la semelle, tandis qu'ici, vous allez avoir une descente de la semelle sous les deux poteaux. Et donc, c'est pour ça que du point de vue de l'armature, on va armer, donc dans ce cas-là, la semelle de manière différente ici et là. Ce n'est pas les mêmes endroits. Pourquoi? Ici, comme la déformée est vers le bas, le moment vers le bas, on met les armatures vers le bas. Et ici au milieu, comme la semelle remonte vers le haut et que le moment est vers le haut, on est en zone tendue vers le haut, on met les armatures en haut. Donc vous voyez que on inverse
la position des aciers principaux qui reprennent la tension dans le béton quand on est en présence de colonnes ou pas de colonnes. Si on est sous la colonne, les armatures on les met en bas. Si on est entre les deux colonnes, les armatures on les met en haut. Ça va? Donc ça c'est important de bien le comprendre pour se dire, ben voilà, ici au moins, il y a une particularité là-dessus. Alors vous avez ici donc une petite armature longitudinale qui continue tout du long. Pourquoi est-ce qu'elle est présente ici malgré qu'on met les armatures au-dessus? Ben en fait c'est vraiment une armature qui est d'un faible diamètre tout du long et qu'on complète par des barres ici et là d'un autre diamètre pour vraiment mettre le maximum d'acier dans la zone tendue sous les colonnes. Ça va? Donc ceci clôture votre deuxième vidéo sur votre fondation superficielle.